VDI. Bruxelles Metula. Nous sommes en direct avec Stéphane Juffat, le rédacteur en chef de la Metula News Agency. Stéphane, bonjour. Oui, Jim, bonjour. Bonjour aux auditeurs de Radio Judaïka. Et une question. Allez-y. Est-ce que Jonathan est toujours dans le studio? Jonathan est toujours dans le studio. Vous avez quelque chose à lui dire, bonjour. Stéphane? Bonjour Stéphane. Oui, bonjour Jonathan. Oui, j'ai quelque chose à lui dire. L'AMENA a été le média qui a ouvert l'enquête du génocide du Rwanda. On a accordé à ce génocide en allant plusieurs fois sur place et en faisant une aventure conjointe avec le Wall Street Journal pour enquêter sur ce qui s'était passé. Et à mon avis, j'ai beaucoup apprécié à la fois l'effort de mémoire et aussi votre résumé, Jonathan. Mais il manquait quelque chose. Quand il y a un génocide, et on en reparlera, je pense, tout à l'heure, quand on va parler de la vague de terroristes, de terrorisme actuel, il y a des coupables. Il y a des coupables et il y a des victimes, et ça, je ne l'ai pas entendu dans votre résumé. Pourquoi je me permets d'intervenir sur ce sujet? Parce que la MENA a démontré que l'armée française avait été coupable, avait participé, avait planifié ce génocide de 800 000 personnes. Et ça change tout dans la donne. C'est pas seulement des gens qui sont morts, c'est aussi des gens qui les ont tués. Et une puissance occidentale, d'Europe occidentale, en 1994, ce n'est pas rien. Et puis, ils ont joué un mauvais tour aux soldats belges. Il faut aussi le rappeler au public belge. C'est qu'il y a, si je me rappelle bien, une vingtaine de soldats belges qui ont été tués. Et d'après notre enquête, c'était pour leur voler leurs uniformes et faire penser que c'était les soldats belges qui avaient abattu l'avion du président rwandais qui avait sonné la charge, sonné le coup d'envoi de ce génocide. Et comme on n'a pas toute la journée pour parler de ça, eh bien, je veux aussi rappeler que l'un des artisans reconnus et condamnés de ce génocide, qui est le père Teunis, qui appartient à la confrérie, ou plutôt à la congrégation des Pères Blancs, qui est un père belge, qui a participé à ce génocide, suivant un accord de transfert entre la justice rwandaise et la justice belge, avait été ramené à Zaventem pour y purger sa peine. Et puis le soir même, il avait été libéré par le ministère belge de la justice. Et non seulement il n'a pas fait une journée de prison en Belgique, mais il a également reçu des prix. Donc, c'est pas quelque chose de lisse, c'est jamais quelque chose d'hygiénique. Quand on a 800 000 morts, Jonathan, ce que je voulais dire, c'est que ça laisse des traces de sang derrière soi, et puis il faut aussi en parler. Stéphane, je prends la défense de mon chroniqueur, comme je prends souvent votre défense, Stéphane. Jonathan nous parlait de mémoire, il ne donnait pas un cours d'histoire à nos éditeurs. Je vais peut-être laisser Jonathan réagir brièvement s'il a envie de vous répondre. Oui, bonjour Stéphane, merci pour ton commentaire. En fait, ici, j'étais axé plutôt sur la mémoire et le travail qu'on fait a posteriori. Et en 5 minutes, en 4 minutes même, c'est assez compliqué de donner un cours d'histoire. Mais effectivement, on peut en parler des heures. Et d'ailleurs, le colloque durera toute une journée. Et on reviendra évidemment sur ces éléments. Voilà, nous reviendrons également, peut-être dans VDI, sur cet événement marquant de l'histoire qui est important. Mais Stéphane, maintenant, je vous propose de revenir sur le reste de l'actualité avec vous, parce qu'on a beaucoup de sujets à analyser, et on a déjà perdu un peu de temps. Il est 8h passées de 6 minutes. Stéphane, on va commencer par les négociations entre Israël et les États-Unis. On a beaucoup parlé de Jason Greenblatt ces derniers temps dans la presse et sur Radio Judaïka notamment. C'est l'envoyé spécial de Donald Trump. Alors Stéphane, on va revenir sur sa requête. Il ne veut pas qu'Israël construise en dehors des 3 grands blocs d'implantation. Stéphane, peut-être un petit rappel pour nos auditeurs. Tout d'abord, quels sont ces 3 grands blocs d'implantation dont on parle? Mais en gros, c'est la région d'Ariel, de Modine et le nord de Jérusalem, la région Gouché de Sion. Alors, ce qui est intéressant, c'est que pendant les accords d'Oslo, discussion début des années 90, et puis ensuite sous Tzipi Livni à la fin des années 2008-2009, eh bien, on avait évoqué ces 3 grands groupes de blocs plutôt de peuplement. Et puis c'était pour les évoquer avec les Palestiniens en disant, eh bien non, nous allons continuer à développer les implantations dans ces 3 blocs, nous nous en retirerons pas,
Et l'idée, c'était d'intégrer à ces trois grands blocs les petites implantations, genre Amona et autres, qui sont en dehors, pour permettre la solution, pour permettre l'accès à la solution des deux États pour deux peuples, Jim. Alors Stéphane, justement, on sait que les États-Unis sont assez actifs en termes de négociations en ce moment. Est-ce que les Israéliens, actuellement, ont plutôt intérêt à suivre les Américains? Est-ce qu'on peut imaginer que le gouvernement de Benjamin Netanyahou passe outre cette requête de Jason Greenblatt? Ouais, c'est très intéressant, c'est pour ça que ça a attiré notre attention. Il y a Jason Greenblatt, qui est l'envoyé spécial chargé par le nouveau gouvernement américain des négociations internationales. Il y a l'ambassadeur Friedman, qui, je crois, hier, a été autorisé par le Congrès à occuper sa place à Jérusalem ou à Tel Aviv pour l'instant. Et il y a le beau-fils de Donald Trump, Jared Kushner, qui est déjà le conseiller particulier spécialisé du président américain pour les affaires du Moyen-Orient et d'Israël. Alors ça fait 3 juifs religieux, hein, ça change rien, c'est des juifs qui sont pas extrêmement religieux, des juifs sionistes, mais ce qui est très intéressant, c'est que ça donne confiance aux religieux, aux partis religieux dans la politique israélienne, parce qu'on peut plus dire, ou ils ne peuvent plus dire que l'Amérique cette fois envoie en Israël des gens qui n'y comprennent rien, ce serait pas vrai. On peut pas dire qu'ils sont antisémites, ils sont juifs sionistes. Et on peut pas dire qu'ils ne cherchent pas le bien d'Israël. Alors, ça a de plus en plus l'air d'une manœuvre très intelligente de la part du président Trump d'envoyer. Nous, on s'est dit au début, et je pense que Benjamin Netanyahou a pensé comme nous, que voilà, tout était gagné. On nous envoie en Israël des gens qui sont d'accord avec nous, qui plus est, qui sont d'accord avec la coalition de droite, d'extrême droite et des dénistes pour étendre à l'infini les implantations et étouffer les Palestiniens. Puis on voit dès les premières semaines de négociation que c'est pas ça du tout, que Jason Greenblatt s'est rendu déjà plusieurs fois à Ramallah pour parler avec la direction palestinienne, et puis que quand il parle avec Benjamin Netanyahou, il fait quelque chose d'extrêmement simple. Il lui dit, écoutez, nous, si on parle de la paix dans l'administration Trump, c'est pour parler de la paix, c'est pas pour faire semblant. Et pour parler de la paix, il y a un plan qui est très simple. C'est le plan des 3 blocs d'implantation. Alors, s'il vous plaît, jusqu'à ce qu'on décante les choses, et pour nous permettre d'avoir un dialogue avec les Palestiniens et les autres Arabes, notamment les Saoudiens, eh bien, on vous demande, pour le moment, de n'entreprendre aucun travaux d'extension des implantations en dehors des 3 blocs. Alors, ça a coupé l'air de Benjamin Netanyahou, qui a commencé à balbutier, qui a dit qu'il n'était pas sûr qu'il pouvait reconnaître cela officiellement. Mais c'est beaucoup plus important et plus profond que ça, parce que cette théorie des 3 blocs permettrait éventuellement de remettre sur le métier les discussions de paix et peut-être d'aboutir à la paix, Jim. Alors Stéphane, on vient de s'intéresser avec vous à vos analyses sur le conflit israélo-palestinien. On s'intéresse également à vos analyses en direct d'Israël, mais sur ce qui se passe sur notre sol européen. Alors on va revenir maintenant sur l'attentat de mercredi à Londres. On ne va pas trop parler de ce qui s'est passé hier à Anvers parce que les informations ne sont pas encore claires. Si on parle d'un probable attentat, mais on n'a pas plus d'informations pour le moment. Mais Stéphane, en tout cas en ce qui concerne Londres, il y a quelque chose qui vous a choqué. C'est quelque chose dont on parle assez régulièrement avec vous dans Bruxelles Metula. C'est tout simplement la nomination des choses. Vous avez, selon vous, pas assez entendu parler du terme terroriste, surtout dans les dépêches de l'AFP. Ouais, l'AFP, c'était plutôt justement pour ce qui s'est passé à Anvers. Alors, quand on décrit un événement, il faut le décrire comme il faut. Il faut pas faire de la philosophie, parce que la philosophie, au niveau des actes d'actualité quotidienne, ça intéresse personne. Il faut d'abord dire ce qui s'est passé. Et l'Europe de l'Ouest, notamment, a un problème avec les musulmans,
Alors quand on dit les musulmans, chaque fois on précise, même si on n'a jamais impliqué tous les musulmans, on n'implique pas du tout tous les musulmans, toute la communauté musulmane, mais ce qu'on dit, c'est que ces terroristes, ils sont issus de la musulmane, et qu'il n'y en a pas 3 ou 4 comme on aurait aimé nous le faire croire, mais qu'il y en a quelques milliers, et quelques milliers de terroristes potentiels qui proviennent d'une communauté, ça signifie problème. Et c'est ce problème qu'on essaie absolument d'escamoter. Si on parle réellement de ce qui s'est passé à Londres, eh bien, j'ai noté, parce que ce qui m'intéresse beaucoup, c'est le factuel, et puis c'est la relation de la presse et des gouvernements et des ministres à ce qui s'est passé. Alors là, j'ai noté un très long article de Bernard Philippe hier matin, le correspondant du Monde à Londres, et toujours sans ces mots, c'était pas du terroriste, il n'y a pas eu de mots terroriste, islam, musulman, islamiste, aucun de ces mots. Ou peut-être à un endroit, citant des chefs de la police, il a dit « Nous sommes conscients que les communautés musulmanes vont s'inquiéter à présent, étant donné le comportement de l'extrême droite dans le passé. » Donc, si on comprend bien Le Monde et Monsieur Bernard, eh bien, c'est l'extrême droite qui tue des gens de temps en temps. C'est la problématique d'Anvers, de Zaventem, du Bataclan, c'est l'extrême droite. Stéphane, est-ce que vous pouvez tout de Oui. même comprendre que parfois pour certains médias, certains responsables des autorités aussi, il est difficile de nommer les choses tant qu'on n'a pas de confirmation. Je prends un bête exemple en Belgique. On avait eu il y a des années déjà l'affaire Joe Van Holsbeek, où on avait incriminé des gens d'origine maghrébine pour son meurtre. Au final, il s'est avéré qu'ils étaient d'origine polonaise. C'est peut-être ce genre d'événement aussi qui marque les gens. Je vous pose la question, est-ce que vous ne pensez pas qu'il est logique aussi que des responsables politiques ou des médias fassent attention à ce qu'ils disent, tant que ce n'est pas confirmé, hein. Oui, mais à Zaventem, maintenant, vous savez qui a perpétré les attentats et dans le métro de Bruxelles? Oui, pour ça, c'est bien confirmé, par contre. On connaît l'identité des auteurs. Au Bataclan, on connaît l'identité des auteurs. À Westminster, on connaît l'identité des auteurs. Alors, si vous me dites qu'il faut attendre un certain temps pour avoir la certitude de l'identité des auteurs avant de parler de terrorisme déjà, et de savoir si on est toujours dans l'onde de ce terrorisme à essence islamique, bien entendu, on ne va pas se mettre à accuser des gens à tort et à travers avant d'avoir des raisons de le faire. On n'est pas des inconscients et on n'est certainement pas des islamophobes. Et il y a beaucoup de musulmans parmi les rédacteurs de la MENA, et je vous assure qu'ils s'y sentent bien. Mais pour résoudre un problème, il faut d'abord correctement le mentionner. Et je parle de toutes ces affaires, de ces affaires où des centaines d'Européens sont morts par fait de terrorisme, parce qu'ils buvaient un café à une terrasse, parce qu'ils allaient à un concert, parce qu'ils allaient prendre l'avion, parce qu'ils allaient prendre le métro. Alors, on ne peut pas indéfiniment ne pas en tirer les plus petits dénominateurs communs. Stéphane, je vous interromps, oui, pour réagir prie, en direct sur Radio Judaïka dans Bruxelles. Mets-tu là, parce que un de nos invités ce matin, c'est Gilles Vandenburg, qui est député fédéral écolo et qui est vice-président de la commission terrorisme ici à Bruxelles, qui a été mis en place après les attentats de Zaventem et de Malbec. Il voulait justement réagir à vos propos. On va l'écouter. Oui, bonjour. Moi, je voulais réagir par rapport effectivement au fait, et effectivement, on le sait pour les attentats de Bruxelles et de Zaventem, que les terroristes sont d'origine effectivement maghrébine, musulmane. Il n'y a jamais personne, je pense, qui l'a caché ici en Belgique, mais je pense, et c'est quelque chose qu'on répète souvent, en tout cas au niveau des écologistes au Parlement fédéral, ce qui est important aujourd'hui dans la lutte contre le terrorisme, c'est non pas de stigmatiser la communauté musulmane. Je veux dire, factuellement, effectivement, les terroristes ont été, je dirais, attirés par les sirènes de Daesh, de l'extrême du radicalisme islamiste. Personne ne le conteste. Mais aujourd'hui, l'immense majorité des musulmans, et nous, en tout cas en Belgique, mais je pense dans l'ensemble de l'Europe occidentale, sont des alliés dans la lutte contre le terrorisme. D'accord, mais je vais laisser Stéphane réagir, mais j'imagine déjà une partie de sa réponse, c'est que là n'est pas le problème. Il faut pouvoir justement faire société. Et faire société aujourd'hui en Belgique, notre conviction, c'est en prenant l'ensemble des communautés religieuses, l'ensemble des citoyens, quelles que soient leurs origines, leur religion, etc., pour justement être unis, parce que qu'est-ce que cherchent les terroristes ?
quel qu'il soit, et islamistes en particulier de Daesh, c'est nous diviser, c'est qu'on Ouais. commence à se diviser entre nous. Je pense que ça serait une victoire de Daesh, de voir notre société divisée, et c'est ça qu'il faut éviter. Je pense que c'était pas le but des propos de Stéphane Juffa qui va essayer d'éclaircir sa pensée là tout de suite. Moi, je suis sûr que c'était pas le but de mes propos. Si vous avez entendu une stigmatisation dans ce que j'ai dit, ben, c'est que vous avez trouvé quelque chose qui n'y était pas. Mais je peux pas accepter cet angélisme, ou plutôt on peut l'accepter. Alors, dans ces conditions, il faut préparer nos prochains, vos prochains textes et communiquer de sympathie avec les populations, parce que contrairement à vous et contrairement à ces journalistes, nous, on sait qu'il va y avoir d'autres assassinats collectifs commis par des musulmans en Europe et en Belgique. Et je répète, je ne parle pas de tous les musulmans. Quand vous dites en plus que les musulmans sont des alliés contre le terrorisme, il faudrait faire quelques études pour le démontrer. Mais certainement pas tous les musulmans. Il n'y a aucune stigmatisation là-dedans. Mais on sait quand ça va se passer. On sait quand ça va se passer. Ça va se passer dans pas longtemps. Et on sait que les assassins sont déjà sur place. On sait pas mal de choses. On sait à quelle communauté ils appartiennent. Parce qu'en Belgique ou en Angleterre ou en France, ce qu'on peut dire, c'est certainement que tous les musulmans ne sont pas terroristes, mais que tous les terroristes sont musulmans depuis quelques années. Donc on sait de quelle communauté ils vont venir. Et on se pose la question, est-ce que, on n'est certainement pas de droite ni d'extrême droite, mais est-ce que la chose principale à faire, c'est de protéger la communauté musulmane de l'extrême droite, de protéger les Palestiniens d'un génocide commis par Israël qui n'a jamais eu lieu, de protéger comme en France les banlieusards de la police, ou de feindre d'ignorer qu'il existe des milliers de musulmans en Europe pour qui assassiner des non-croyants importe plus que leur propre vie. Parce que ce qui n'existe pas dans le discours que je viens d'entendre de votre part, c'est tout l'islamisme qu'on entend dans les mosquées. Il y a un courant qui dit qu'il faut assassiner les non-musulmans. Et c'est avec ce courant, pas avec les musulmans, qu'on a un problème. Mais ce courant, il faut le prendre à bras le corps. Il ne faut pas l'ignorer, parce que si on l'ignore, eh bien, dans très peu de temps, il va y avoir de nouveaux attentats. Et ça, on vous le prédit et on pourra en reparler. Stéphane, on en reparlera bien évidemment dans nos différentes éditions de Bruxelles Métula. On a vu votre différend avec Gilles Van Den Burg. On analysera ça avec lui dans la suite de cette émission. Stéphane, je voulais tout de même vous poser une dernière question parce que certains de nos auditeurs ont pris l'habitude qu'on termine avec une discussion un peu plus légère, on va dire. Il y a un grand match de foot ce soir. Il y a l'équipe israélienne qui se déplace en Espagne. Alors ça va être assez compliqué, Stéphane. J'ai juste vous demander un petit pronostic pour ce soir. Non, c'est pas juste, je me pose. Non, je vous demande un pronostic, un score. Bon, je savais pas qu'on était déjà à la fin de l'émission et je veux simplement rappeler que tant avec Jonathan qu'avec votre invité, c'est une discussion. Il y a absolument pas le début de la moindre expression de différents personnels. Alors pour revenir à ce match Espagne-Israël, l'Espagne c'est quand même une des meilleures équipes du monde, Israël pas vraiment. En tout cas, pas ces dernières années. C'était quand qu'Israël était une des meilleures équipes du monde, Israël, j'ai pas entendu votre question. Vous avez dit que pour le moment, Israël n'était pas l'équipe du monde, la meilleure équipe du monde, mais c'était quand qu'Israël était une des meilleures équipes du monde? Ah non, bah si on prend le dernier match contre la Belgique en Israël, je savais qu'on allait revenir là-dessus. Je l'ai dit, je le répète, Israël aurait mérité de gagner. Et puis je vous parle des années 90 où Israël était dans les 20 meilleures équipes mondiales. Stéphane, en football comme dans l'actualité ou en politique, il faut éviter de vivre dans le passé. C'est vous qui m'avez posé la question de savoir quand Israël était une équipe redoutable. Oui, Stéphane, il est 8h passé de 22 minutes, on va devoir arrêter cet entretien. Je vous demande juste, Stéphane, je voulais demander un pronostic, le score du match de ce soir. J'ai deux choses à dire, je peux pas restreindre à une chose. D'abord, le choix de l'emplacement Gijón dans les Asturies. C'est un choix bizarre parce que Gijón, c'est la seule ville qui a adopté le programme BDS de boycott d'Israël, donc ils achètent rien en Israël. Il y a même des gens à Gijón qui comprennent pas que la Ligue espagnole ait choisi spécifiquement cet endroit où il y a des manifestations contre l'équipe d'Israël
Israël où elle peut pas sortir de son hôtel, c'est très désagréable. Le pronostic, il est simple. Bien entendu, l'Espagne. Mais si Israël gagnait, parce qu'Israël est très bien placé dans les éliminatoires de cette Coupe du Monde, eh bien, si Israël gagnait ce match, ou même peut-être faisait match nul, eh bien, elle aurait de grosses chances de qualification. Et puis, comme l'entraîneur l'a dit, on part pas battu, on va pas là-bas pour faire action. On a quelques chances et on va les jouer. Je pense qu'il y a pas mal de talent dans cette équipe. Si vous avez la possibilité, eh ben, je vous invite à regarder ce match. Il faut être, si ce n'est très agréable, atteindre des sommets footballistiques. En tout cas, on y tranquille. Je me permets de vous souhaiter à tous et à tous les auditeurs de Radio JK le meilleur des week-ends possibles. À vous aussi Stéphane, merci beaucoup et bon week-end à tous vos rédacteurs de la Métula News Agency.